tous d'être là. Merci à Polo d'avoir répondu présent aujourd'hui. Donc, on est en live sur la page Salut. de Paul et sur Ma Puissance Mentale. Donc, déjà, pour vous préciser, Polo a accepté de venir répondre à quelques questions qui ont été posées sur Ma Puissance Mentale par des gens qui nous suivent régulièrement. Donc, déjà, un grand merci à toi, Polo. Ben, tu sais que c'est toujours avec un immense bonheur Voilà, que sachant je réponds à ce genre de questions. c'est quand même, Polo nous fait l'honneur en fait de faire cette interview après 9 jours de formation. C'est vrai qu'on sort Donc, de 2 jours, mais bien intense. écoute, ouais, c'était à la fois intense, puis en même temps, ben, je suis vraiment porté par tout ce qui s'est vécu. Voilà, donc j'ai hâte de répondre aux questions qui préoccupent peut-être les gens Alors, qui sont là. juste pour commencer, Polo, si tu pouvais te présenter comme ça en 15 quelques minutes. petites secondes. En 15 secondes, qui es-tu? Alors, je suis beaucoup connu pour l'enseignement de la PNL, mais au-delà de ça, je suis un être humain qui est d'abord très sensible au développement humain. Donc la PNL, certes, je suis beaucoup connu là-dessus, mais j'ai touché beaucoup d'autres approches. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement du bien-être des gens en rapport à leur environnement. Qu'il soit immédiat dans la qualité de la relation qu'ils peuvent développer avec leurs enfants, leur couple, leur famille, leur environnement. Évidemment, toutes les situations aussi professionnelles, puisque j'ai beaucoup d'expertise dans le développement professionnel. Mais aussi la réalité qu'ils peuvent avoir avec la vie passée, parfois un peu difficile, pour aider donc justement les gens à transformer ce rapport qu'ils ont avec leur passé ou avec leur futur. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'élever le niveau de qualité de vie des gens et de leur permettre d'avoir une interaction qui soit beaucoup plus constructive pour justement évoluer à la fois vers plus de bonheur et en même temps, souvent, d'intégrer des stratégies qui soient plus propices au fait d'atteindre les objectifs qui sont les leurs. Super. Tout ça après plus de 50 000 heures de formation. C'est Ah important de oui, ça signaler fait quand même. 30 ans maintenant 30 ans. que je suis dans le métier. Voilà, et puis il y a toujours deux choses qui m'ont vraiment donné du sens en fait à tout ce métier. C'est cette sensibilité que j'ai à, en fait, à accompagner les gens vers plus de capacité à s'ouvrir à la différence en fait. Parce que souvent on est dans des rapports un peu compliqués dans la vie parce qu'on est un peu dans des phénomènes de victimisation, de rejet, de culpabilité. Et on ne se rend pas compte en fait que notre système nerveux, neurophysiologique, nous y entraîne un petit peu automatiquement, sans même s'en rendre compte. Et du coup, on se retrouve dans des difficultés en se demandant même mais pourquoi je me retrouve là-dedans, voilà, etc. Et puis en fait, grâce à des outils, parce qu'on comprend mieux comment ça fonctionne, on peut redonner de la lumière, c'est-à-dire à travers nos fragilités, et bien aller toucher en fait ces aspirations profondes que nous a, parce que je crois que derrière toute frustration, on a évidemment tout simplement des valeurs, des choses importantes qu'on aimerait nourrir, et parfois on est plus focalisé sur le problème que sur la solution. Donc il y a toute à la fois une philosophie, mais aussi des principes et surtout des techniques qui permettent à toute personne de reprendre leur vie en main, d'être un peu plus acteur à la fois des situations qu'ils vivent, et notamment face à leurs contraintes, et bien retrouver plus de puissance. Alors il y a toute une partie évidemment qui concerne beaucoup, puisque c'est la partie gestion et puissance mentale. Mais au-delà de ça, c'est surtout de conduire une vie qui soit plus en adéquation avec ses aspirations. Donc la première chose qui m'a beaucoup touché, c'est cette notion d'ouverture à la différence et d'apprendre à mieux gérer ces situations parfois un peu compliquées. Et puis la deuxième, d'être de plus en plus connecté en fait à ce à quoi on aspire. J'ai eu la chance de grandir très jeune dans des communautés, comme je l'ai déjà dit. Et donc très vite, j'ai été sensibilisé par des personnes qui étaient portées en fait par des ambitions fortes. Je pense à des gens comme Lanza Del Vasso qui a passé des années avec Gandhi, et puis autour de lui beaucoup de personnes comme ça qui avaient fait des choix de vie assez importants. Donc au départ, j'ai été un petit peu comme un enfant voilà, dans le système sans trop me rendre compte, mais quand plus tard j'ai redécouvert le développement personnel, confronté à des situations de non-sens parfois parce qu'on est dans un job qui ne nous nourrit plus, on est parfois dans une relation qui ne nous nourrit plus vraiment, on a l'impression qu'on perd un peu sa vie et chercher de la gagner, en cherchant à la gagner. La en fait. gagner, ouais, voilà, et donc on tombe dans des situations de vie qui finalement, au départ, elles étaient vraiment stimulantes, donc on a beaucoup donné, des études, tout ça. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais au fond, quel sens ça a tout ça? Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de redonner du sens. Comment redonner du sens à sa vie? De maintenir finalement cette petite flamme qu'on et de pouvait retrouver avoir cette flamme, au début, voilà. mais Et parfois, une fois, il y a une chose qui a été belle, qu'on m'a dit, au fond, tu es un peu comme un allumeur de réverbère. c'est ça, ouais. Et moi, je crois que c'est très important d'apprendre à retrouver cette lumière qu'on a en nous et d'apprendre à la faire rayonner. Alors, ça paraît un petit peu comme ça loufoque, mais la réalité, c'est qu'il y a vraiment des outils très, très impactants qui peuvent changer. Toi, tu l'as vu, hein, la relation avec son conjoint, avec ses enfants, voilà, tu dis une chose très belle l'autre jour, voilà,
aujourd'hui, quand je suis avec mes enfants, parce que j'ai découvert à quel point c'était important, je vais poser mon téléphone, je vais prendre le temps de vraiment vivre cette valeur de connexion, même si c'est pas longtemps, mais vraiment voilà, de mettre de la qualité dans sa vie. Et c'est ça pour moi l'important, qu'on soit manager, chef d'entreprise, entrepreneur. Comment aujourd'hui je conduis ma vie? Des petites choses en plus. Voilà. Comme tu disais, des Comment fois, des je vais millimètres, ça permet de... effectivement, comment je vais me connecter vraiment à ce qui est important pour moi et quelles sont les attitudes qui ont l'air de rien mais qui font une grosse Une différence grosse dans la vie. différence. Ouais. Et justement, lorsque j'ai proposé aux personnes de poser des questions, j'ai eu plusieurs fois la question comment faire face à la critique. Tu sais, ces gens Ça, qui. c'est un truc qui arrive Mais très souvent aussi, c'est incroyable le nombre de questions que j'ai eues concernant la critique. la critique. C'est comment faire face. Ils se sentent démunis, ils ont l'impression de rien faire de mal finalement et ils se sentent critiqués en fait. Ouais. Ils ont ce sentiment-là. Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un réflexe naturel de critiquer parce qu'on a d'abord, enfant, appris à exprimer non pas ses besoins mais ses critiques, à manifester sa critique. Donc, c'est important de comprendre ça parce que souvent, on a une critique qui est faite, qu'on vit comme une attaque, mais qui à l'origine n'est pas forcément une attaque. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, je crois que c'est important de comprendre en fait que l'être humain, il est naturellement porté quand il va pas bien à exprimer d'abord des frustrations avant d'exprimer des demandes. Et dire à quelqu'un, écoute, j'en ai marre que tu sois toujours en retard, ou pourquoi tu n'as pas pensé à prendre le pain, ou pourquoi tu laisses traîner ton bol sur la table, c'est beaucoup plus facile que... Et c'est vrai que la critique, c'est facile, ça ne demande aucune responsabilité, Ouais. c'est facile, c'est le côté un peu je me laisse aller, voilà. Et par contre, ça demande du courage de sortir de ça. Et sortir de ça, ça veut dire quoi? C'est prendre conscience qu'il y a une attitude différente qui va évidemment avoir des conséquences différentes. Alors, c'est une chose d'apprendre à passer de la critique au besoin. Et pour répondre à ta question qui est quand je suis face à la critique, alors moi, la première attitude, c'est au lieu de s'opposer, c'est de dire tiens, quand tu me dis ça, en fait, qu'est-ce que tu as envie de me transmettre d'important? Donc déjà d'accueillir, C'est quoi ton finalement, important? d'accueillir la... Par exemple, en situation de formation, quand on forme des formateurs, c'est une chose très importante. Quand quelqu'un a une attitude qui est critiquante, c'est lui dire, bah, je sais pas moi, par exemple, la personne me dit, ouais, mais quelle légitimité vous avez pour faire ça? Ou alors, j'aime pas la manière dont vous faites votre truc, j'ai rien compris, ou je sais pas quoi. Enfin bref, eh ben, c'est pas de s'opposer, mais c'est dire, tiens, quand vous dites ça, en fait, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce que vous poursuivez? C'est souvent une bonne question. Qu'est-ce que vous poursuivez ou qu'est-ce qui vous semble important qui n'a pas été pris en compte? Parce qu'en fait, derrière toute critique, il y a donc une frustration. Et en fait, derrière cette frustration, il y a une demande. Et donc, une bonne façon, c'est d'abord de reformuler la critique. En fait, ce que vous pensez, vous, c'est que j'aurais pas dû faire ça. Et du coup, ce que vous ressentez, parce que c'est ça qui va être très important, c'est de reprendre en compte, au fond, mais qu'est-ce que vous ressentez? Et à partir de là, ça, c'est très important parce qu'on va avoir un acte de considération. Et puis, face à ça, bah, qu'est-ce qui vous semblerait important? Tiens, envoie-moi une critique. Tu vois, je vais te montrer très concrètement comment faire. Polo, quand tu... Polo, tu m'énerves. D'accord. Ce que tu sens, toi, c'est de l'énervement, en fait. C'est quoi? C'est dans mon attitude qui t'énerve, en fait. Ouais, donc tu vois déjà, quand je te dis ça, je sais même pas au final pourquoi je te dirais ça, quoi. Ouais. Tu vois, donc déjà, cette introspection... Oui. Déjà, je vais te ramener. Alors, peut-être que si tu as énervé, c'est le fait que... Heureusement, c'est pas vrai. Hein. Ouais, mais peut-être qu'il t'a énervé, c'est quelque chose qui... Soit qui est lié réellement à moi. Hein, je peux avoir dit un truc qui ne te plaît pas. Je peux avoir porté des attentions enfin, manqué de porter de l'attention, etc. Donc, moi, je vais écouter ce que tu vis. Il y a une réalité pour moi à aller chercher. Qu'est-ce que tu vis, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et enfin... Quand tu me critiques, qu'est-ce que tu poursuis? C'est quoi ton important, en fait, quand tu dis ça? Et par exemple, tu peux aussi avoir une réaction en réunion, tu vois, qui est très dommageable, en fait, pour le groupe. Oui, mais moi, j'en ai marre. De toute façon, on sait très bien ici à qui je m'adresse. Ça, c'est une question, hein, c'est une transaction qu'on appelle, nous, à double fond. C'est-à-dire, je dis un truc et je sous-entends un autre. Et là, c'est très important quand on est un professionnel, et on n'a pas besoin d'être un professionnel pour le faire, mais du coup, puisque tu me poses la question, c'est, attends, quand vous dites ça, ou quand vous affirmez ça, ou quand vous dites telle chose, en fait, qu'est-ce qui vous amène à penser ça? C'est quoi que vous ressentez? Qu'est-ce que tu ressens exactement? Et à partir de là, qu'est-ce qui semblerait important? Tu vois? Donc finalement, tu es plus dans la construction que dans l'affront. Ah oui, ça c'est clair. Parce que, déjà d'accueillir pour savoir quel est le besoin de la personne. C'est ce que j'évoquais d'ailleurs dès ma présentation, c'est-à-dire que nous sommes instinctivement dans des systèmes de défense et d'attaque. Et donc l'idée, c'est de sortir de ça. Ça me fait penser un peu à l'aïkido. Alors, je ne sais pas si tu connais toi, les arts martiaux, mais l'aïkido, c'est la prise en compte de l'autre. Et en fait, on est dans une dimension
qui n'est pas d'opposition, mais de compréhension de l'intention. Voilà, donc la première chose, c'est d'écouter la personne, ça c'est très important. En fait, ce qui se passe pour toi, c'est que tu es énervé. D'accord, ok, bah, je comprends, j'ai peut-être pas... Ok, je prends la responsabilité de ça. Et ensuite, je te dis, mais qu'est-ce que tu ressens exactement? Et à partir de là, surtout, qu'est-ce qui serait important pour toi? Voilà. Et par rapport à la critique, c'est vrai que Martin Latulippe le disait très bien, carburer au feedback. Moi, quand j'ai créé cette page, au départ, les gens me disaient, Geoffrey, tu devrais améliorer ci, améliorer ça. Même encore aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, mais c'est même sûr. Et plutôt que de prendre ça comme une critique, prendre ça comme un conseil et de remercier la personne de me dire ça parce que ça me permet d'évoluer et d'offrir aux gens quelque chose de meilleur de moi-même en fait. Et ça m'a permis vraiment d'avoir vraiment une belle accélération par rapport à ça. Absolument. Donc ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est face à une situation difficile, c'est au fond qu'est-ce que je peux en apprendre. Et si tu me critiques, il y a deux types de critiques. Il y a la critique qui est vraiment dévalorisante et puis il y a la critique qui est constructive. Voilà. Et de tous les cas, moi je fais d'une critique dévalorisante. Ok, ce que j'entends, c'est que tu dis telle chose, etc. Et du coup, tu trouves que ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'est vraiment nul, quoi, en fait. C'est ce qui se passe. Ok, j'accueille. Phase 1. Ensuite, ça m'intéresse que tu m'en dises un peu plus, si tu veux bien. Qu'est-ce que toi, au fond, tu me proposerais de changer? Et là, du coup, au lieu de t'accuser, je vais te rééduquer, mais plutôt par une question qui sera pour moi plus orientée. Mais pour ça, il faut d'abord que je te prenne en compte dans ton propos. Génial. Tu vois, par exemple, il y a 2 jours, je suis dans un groupe, et il y a quelqu'un qui dit un truc, et l'autre a le sentiment que le gars, quand il me dit ça, il m'attaque. Oui. Et donc, du coup, il me dit un truc, et là-dessus, je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux me dire? Et là, un autre gars dans la salle, qui est un peu côté un peu, dit, mais ouais, ça se dit pas de dire ça. Alors je dis, attends, on se pose. Et là, je lui dis, quand tu dis ça, en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Et en fait, je découvre que derrière, il est dans une réaction qui avait rien à voir avec moi, qui avait à voir avec une situation haute qu'il disait, mais comme j'étais un peu le représentant de la formation, en l'occurrence, c'est qu'il ne comprenait pas pourquoi on sollicitait tant de gens dans une salle de formation. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi, voilà. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est au fond, ce que vous dites, c'est que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez ça. Et du coup, devant cette incompréhension, vous trouvez que, voilà, on a mal joué les cartes. Et donc, ça a tendance à vous énerver. Et le fait d'écouter ça, et du coup, de calmer l'autre en disant, tu sais, c'est pas forcément une attaque contre moi, c'est juste parce qu'il y a un important qui n'a pas été pris en compte, en fait. Ça m'a énormément aidé à moi-même, qui était beaucoup dans la revendication, à me poser et puis du coup, à mieux gérer ces situations compliquées. Déjà une première réponse qui, je pense, va vous apporter plein de bonnes choses. Je l'espère en tout cas aussi. La deuxième question, Polo, c'est quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui doute sur sa vie? Tu sais, on a parfois des gens qui ont d'apparence comme ça, ils ont tout pour être heureux, mais vraiment, ils ont le super job, ils ont la belle voiture, ils ont une femme ou un mari, des enfants qui sont adorables, tout est adorable, mais au final, ils doutent sur leur existence. Ils se disent, mais je me sens pas bien, et ils savent pas pourquoi. Alors, dans le doute, il y a 2 types de doutes. Il y a un doute qui est riche. Par exemple, je me demande si je vais plutôt aller vivre à Paris ou faire mes études à Paris ou à Marseille. Tu vois, j'ai un doute qui est en termes de qu'est-ce que je vais faire là-dedans et je ne sais pas. Là, on va voir comment traiter ça. Et puis, il y a le doute qui est plus embêtant, qui n'est pas lié au faire ou à l'avoir, mais qui est lié à ce que je suis. J'ai un doute sur mon potentiel, j'ai un doute sur la capacité de, j'ai un doute, et du coup, la croyance qui est derrière, c'est en fait, je sens que je ne suis pas capable. Et alors, le risque là, c'est la dévalorisation. Donc moi, je dis toujours aux gens, quand vous êtes dans le doute, c'est le doute de quoi? Là, tu viens de me faire part, j'ai une belle voiture, j'ai un bon job, etc. Mais je doute de savoir si c'est vraiment ma place, en fait. Si je suis à ma place, si je suis à ma place. Donc là, ça veut dire qu'il y a un ressenti de frustration, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui n'ont pas été prises en compte. Donc au fond, c'est de me dire, au fond, j'aime bien dire, enfin ça venait de mon ex-femme, que je salue si elle m'entend, qui dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Dit autrement, quand il y a un doute, il y a une alerte, en fait. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute, mais il y a une alerte. Et là, de prendre en compte ce truc. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Et là, de fermer les yeux, d'inspirer et de me dire, au fond, si ça se passait mieux, qu'est-ce que je sentirais de différent? J'ai bien dit, qu'est-ce que je ressentirais de différent? Tu vois, voilà. Après, si c'est un doute en termes de savoir-faire, le doute, ça peut être une bonne alerte pour se dire,
de quoi j'aurais besoin en fait, parce que le doute c'est une dimension de peur, hein, donc c'est un indicateur qui est plus en lien avec l'insécurité et la peur, et donc du coup quel est le cadre que j'ai besoin de trouver, ou qu'est-ce qui me sécuriserait en fait. Voilà. Après, c'est vrai que parfois c'est de se dire sur quoi j'appuie vraiment mon doute, tu vois, de quoi je doute réellement, mais le doute c'est d'abord une bonne chose. Moi-même, j'ai de l'expertise et tout ça, mais quand j'arrive sur un nouveau terrain de jeu, parler à une nouvelle personne, enfin bon, j'ai l'habitude, mais quand je fais une nouvelle conférence qui a de l'enjeu, j'ai du doute, savoir est-ce que ce que je vais dire va être à la hauteur de ce que les gens attendent. Donc le doute fait partie de la vie. Il faut apprendre à l'aimer, et du coup il nous met en vigilance. Tu vois, moi qui ai fait beaucoup de travaux un peu à haut risque à une époque, escalade, plongée, enfin tout ça, et quand on a un doute, le danger prévient le danger. Donc le doute, c'est une attention, c'est même une attention. Après, là où c'est embêtant, c'est un doute, et là je suis très attentif à ça, c'est est-ce que c'est un doute où je suis en train de me dévaloriser? Ouais, je comprends. Est-ce que je doute de savoir si je peux faire telle chose? Tout le monde a une capacité qui est... Voilà. Après, il faut trouver la manière de le faire. D'accord, super. En quelques mots pour toi, la définition de la réussite, ce serait quoi? Parce que des fois, les gens me disent, mais je réussis rien, je réussis pas. Et on a beau leur dire, mais si, tu réussis ça, Et... D'accord. Alors, ça rejoint un petit peu ce que la question précédente. Il y a des liens, bien sûr. Il y a des liens, mais moi, je définis la réussite comme la capacité à atteindre ou à obtenir un résultat auquel j'aspire. C'est-à-dire que si j'ai envie, je sais pas moi, de me retrouver à vivre au bord de la mer, ou d'avoir. Donc c'est le fait de faire des choses et avoir des choses. Donc la réussite, c'est la capacité à mettre en place des stratégies pour obtenir un avoir. Et donc, on va dire que j'ai une réussite sociale, j'ai une réussite professionnelle, j'ai une réussite... Pourquoi? Parce que j'ai atteint un certain niveau, un certain avoir, un certain mode de relation, etc. Ce qui n'a rien à voir avec le bonheur. D'accord? Et après, il y a la réussite de vie, c'est-à-dire c'est une réussite dans laquelle je m'éclate, en fait, en quelque sorte. Et être heureux, ça n'a... je suis heureux si la réussite dans laquelle je suis, c'est-à-dire ce que je fais et ce que j'ai, est quelque chose qui me nourrit. Mais sinon, on peut se brûler à la réussite, et passer à côté de sa vie. Donc, pour moi, la réussite, ça renvoie toujours à cette notion, j'ai réussi à faire quelque chose, et donc à avoir quelque chose. J'ai réussi à avoir ce que je tenais, et parce que j'ai mis en place ce qu'il fallait faire pour ça. Super. Question suivante, comment faire pour canaliser sa sensibilité? En fait, des gens, ils me disent, mais moi, j'aime pas... Là, je pleure et c'est pas bien. Je me sens dépassé. Je me sens dépassé ou des fois, je veux pas parler parce que j'ai peur de pleurer, j'ai peur. Ou des fois, l'émotion me submerge. Enfin, me submerge. Voilà. Et comment faire pour canaliser ça? Parce que souvent, ils préfèrent la fuir, la mettre de côté, et donc ils sont un peu démunis face à ça. Il y a plusieurs réactions face à l'émotion. La première, c'est de la fuir, parce qu'on n'est pas bien avec. La deuxième, c'est de se noyer dedans. Et la troisième, c'est de remplacer l'émotion par quelque chose qui est plus acceptable. Par exemple, je suis triste, mais je vais plutôt me mettre en colère parce que montrer ma tristesse, c'est pas OK. Dans mon système, on pourrait dire, d'apprentissage, ce que j'ai intégré comme automatisme, ou culturellement, etc. Alors, pour moi, la première chose, c'est d'aimer l'émotion. Tous les gens que j'ai accompagnés, c'est à apprendre à accueillir l'émotion et aimer l'émotion, parce que le risque, parfois, c'est de se culpabiliser de ça. Ensuite, après, ça dépend de la personne, parce que est-ce que c'est juste une émotion là maintenant et j'apprends à l'aimer et du coup, je serai beaucoup mieux avec, en fait, et pouvoir la canaliser. Soit, il y a évidemment un référentiel passé qui fait que je joue une situation qui, en fait, me ramène à une situation. Par exemple, la personne me fait une critique ou me dit quelque chose qui me blesse. Mais en fait, la blessure, c'est une blessure de rejet, c'est une blessure d'abandon, c'est une blessure d'injustice. Et là, je suis sensible. Pourquoi? Parce que j'ai un terrain fragile. Auquel cas, ça demanderait un travail on pourrait dire, de réparation. Mais dans les deux cas, dans tous les cas même, donc dans les deux cas, l'idée, c'est vraiment de... je crois qu'on a... J'ai un bruit bizarre. Il y a un problème avec ton live. Vas-y, regarde. Attention, vas-y. Voilà. Il y a eu un échec de connexion. J'espère que vous, en tout cas, ça répond déjà à quelques questions que vous avez pu me poser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à quel point c'est riche en contenu.
profiter comme ça des 30 années d'expertise de Paul. Je vois que quelques-uns sont connectés. Et dans tous les cas, il y aura la possibilité de regarder en Du coup, replay. je vais le remettre. Ouais, pas de souci, vas-y. La suite, ceux qui veulent. Ouais. Et si vous avez des questions, alors j'en ai déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas à interagir, à mettre des pouces si vous êtes là, mettre des petits cœurs, mettre plein de choses si le son est bon en plus. Hein. Normalement, je pense qu'il est bon, sinon on nous l'aurait dit. Mais super. Alors, ça va pour la partie accueil des émotions. Donc, super. Aimer, hein, aimer et transformer, c'est vraiment pour moi la loi profonde, le grand principe, c'est toujours d'aimer pour transformer. Question suivante. Il y a des gens qui ont plein d'idées, Oui. ils ont plein de projets, mais ils ont tellement peur de faire des erreurs que ça leur coupe tout. Et au final, Préfère ne rien faire. ils préfèrent ne rien faire. Donc la question, c'est... quel conseil tu pourrais donner à ces gens qui ont peur de faire en permanence des erreurs, comme par exemple la peur de parler en public, la peur de dire des bêtises en fait. Tu sais, et donc au final, ils font rien quoi. Enfin, Alors, ça vient toujours d'un système de culpabilisation. Ouais. Donc déjà, on va aimer le faire. Moi, je dis toujours commencer par des petits pas. Pour apprendre à marcher, vous allez commencer à faire un pas en avant, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous êtes tombé. Pour faire du vélo, on y est allé en plusieurs fois. Pour apprendre à conduire, on y est allé en plusieurs fois. Et ce qui veut dire qu'il faut expérimenter. Faut savoir que notre système limbique aime ce qu'il connaît. Et donc, dès qu'on le sort dans une situation qu'il connaît moins, c'est ce qui fait que la plupart des gens qui ne sont pas très à l'aise vont avoir du mal, par exemple, à parler à un inconnu. Hein, il semblerait que c'est une peur qui soit assez répandue. Il paraît même que c'est plus répandu que la peur de mourir. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on sait que notre système nerveux, si vous arrivez dans une grande salle, vous ne connaissez pas trop de monde, si vous n'êtes pas trop sécurisé, vous aurez tendance à aller vers les deux personnes que vous connaissez. Si par contre vous êtes beaucoup plus à l'aise, ce sera plus facile d'aller vers les gens et d'interagir avec eux de manière différente. Donc on va s'apercevoir que c'est un peu comme un muscle, d'apprendre à expérimenter le fait de faire des demandes, d'apprendre à dire une connerie. Moi par exemple, je ne suis pas très amusant, enfin, je n'ai pas l'impression d'être un grand clown. Et souvent d'ailleurs, mes amis québécois me challenge un petit peu là-dessus, me disent Polo, voilà, lâche-toi un peu, de temps en temps, en gros, quoi. Et, ou parler tout simplement de ce que je ressens. Enfin, je le fais un peu plus là depuis quelques temps, mais sinon, j'avais du mal en fait à parler de ma vie, parce que j'avais l'impression que ça n'intéressait personne. Et en fait, non, pas du tout. Le fait d'être dans ce que je ressens, de partager des expériences personnelles, tout ça. D'ailleurs, c'est le retour qu'il y a eu sur cette formation. Ils ont dit, voilà, le fait que tu parles un peu plus de tes expériences, tout à fait. Ça a permis pour eux d'avoir des exemples concrets. Donc ça, c'est un terrain sur lequel je m'aventure peu à peu, mais c'est un peu comme aller à la chasse et découvrir un terrain qu'on ne connaît pas, ou arriver dans une nouvelle ville ou un nouveau quartier, puis découvrir le terrain. Donc au début, il faut savoir que c'est naturel, que ce ne soit pas très, très facile. Moi, je fais de la voie, je fais de l'escalade. Quand on ouvre une nouvelle voie et qu'on ne connaît pas trop, on a une appréhension. Quand ça fait la 4e fois qu'on passe, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Donc, je pense que c'est cette idée d'accepter qu'on est dans un système qui est en évolution et d'expérimenter. Voilà. Et puis, si on meurt, les petits pas, on expérimente. Et puis, en fait, voilà. En général, le danger est, à partir du moment où on a mis le cadre et qu'on est écologique, c'est-à-dire bon pour soi et pour les autres. Parce que finalement, on fait plus des anticipations négatives. On a tendance toi qui travailles sur le mental, tu t'en rends bien compte comment effectivement on peut aider une personne, là pour le coup, à avoir une vision beaucoup plus positive de la situation, qu'elle se voit, qu'elle s'entend, qu'elle se ressente aussi. Le fait qu'elle comprenne aussi à travers cette progression quelle valeur elle nourrit. Et puis le troisième point qui est très important, qu'on y pense moins, mais le fait qu'elle sente à la place des gens qui sont concernés par l'objectif, qu'elle sente l'impact positif qu'elle va avoir. Pourquoi? Parce que sinon l'inconscient il fait l'inverse. Il se dit quand je vais faire quelque chose où là je vais pas être très bon, et en plus de ça les autres ça va pas leur plaire, et donc du coup ils vont me critiquer. Tout ça, ça passe évidemment en arrière-plan, mais ça suffit pour éteindre évidemment l'enthousiasme. Finalement, de faire de l'environnement un ami. Exactement. Pour créer une alliance, c'est ce qu'on travaille d'ailleurs en pleine. Alors là, c'est marrant, j'ai 2 personnes qui m'ont posé cette question. Est-ce que tu aurais un truc pour être en forme le matin? Tu sais, des fois on se lève comme ça, en tout cas les personnes me disent, moi, j'aimerais faire des choses, mais même pas le pied par terre, ils sont pas motivés en fait. Ils n'ont pas de jus. L'action, ça découle toujours de choses, j'ai répété pendant plusieurs jours, ça découle de 2 choses. Il faut d'abord que j'ai une valeur, donc je trouve du sens au fait de me lever le matin, et il faut que j'ai une vision.
Il faut que j'ai une vision de la manière dont ça se passerait si j'étais au top. Et il faut que cette vision, elle réponde à une inspiration. Voilà. Et ensuite, il faut que je fasse. C'est-à-dire, je me remue les fesses et je le fais. J'arrête de penser que... Et je le fais. Alors après, je peux prendre des leviers. Moi, par exemple, ado, comme j'avais un peu du sens un peu léthargique, tu vois, il y a un moment donné, je voulais rentrer chez les pompiers. Je me suis dit, il y a un truc, il faut que j'apprenne à faire. C'est quand mon réveil sonne, dans la minute qui suit, il faut que je sois sous la douche. Et je me dis, entre le moment où je me réveille, et je me suis rendu compte que plus je passe en vertical le matin, plus rapidement, plus je suis en énergie. Par contre, tant que je suis allongé, dans ma tête, à un moment donné, c'était compliqué de me lever. Donc maintenant, j'ai un truc en 2 temps, je m'assois, je médite un peu, et bingo, je passe devant. Et je me rends compte en fait que le mouvement appelle l'énergie. Voilà. Et donc la meilleure façon de se mettre en énergie, c'est de se mettre en énergie. Voilà, c'est un peu simple comme réponse, mais c'est vrai que j'ai fait une petite vidéo sur les 5 secondes. Voilà. On compte de 5 à 0, et à 0, on n'a pas le choix, il faut qu'on se lève. Quoi. Voilà. C'est comme 1, 2, 3, 4, 5, je pose la question à quelqu'un. C'est ça. Ouais. J'ai envie de faire une 1, 2, 3, j'arrête en fait, j'arrête mon système de dévalorisation, je passe à l'action. Et le cadeau, c'est qu'en le faisant un certain nombre de fois, ça va devenir de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que le système nerveux va adopter ce comportement-là de plus en plus facilement. Autre question, il y a beaucoup de questions sur la confiance. Oui. Beaucoup me disent, mais c'est marrant parce que là j'ai eu 3 personnes qui m'ont posé cette question sur la confiance. C'est des jeunes, des moins jeunes. Ils me disent, moi, mon gros problème, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir confiance en soi? Alors, la première chose, c'est d'arrêter d'entretenir cette idée que j'ai pas confiance. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, les gens pensent qu'ils n'ont pas confiance, mais la réalité, c'est qu'il y a des tas de domaines dans lesquels ils ont confiance et des tas de domaines dans lesquels ils ne l'ont pas. Hein, moi, ça fait des années que je fais mon métier, donc dans mon métier, j'ai plus de confiance, mais si tu m'entraînes dans le tien de métier, c'est sûr que si tu me demandes d'aller gérer des situations un peu compliquées qui sont liées au contexte dans lequel tu travailles, moi, je ne vais pas forcément. Pourquoi? Parce que toi, tu as l'habitude de faire ça. Donc, c'est normal que quelque chose qui est nouveau, encore une fois, on ne soit pas vraiment en confiance. Après, la confiance, qu'est-ce que c'est? C'est un ressenti qui découle de quoi? D'une communication qu'on a avec soi-même. C'est-à-dire qu'on imagine une situation. Est-ce qu'on imagine que ça va être au top? Auquel cas, si j'ai encore une fois un regard beaucoup plus positif sur ce que je suis capable de mobiliser dans une situation, c'est pas du tout la même chose que si j'ai une vision, pas forcément très consciente, mais qui est plutôt négative, une vision dans laquelle je me sens pas au top, quoi, en gros. Donc la confiance, c'est une prédiction que l'on se fait. C'est-à-dire c'est une induction que l'on se donne, une communication qu'on a. Mais la première chose que font les gens, c'est intéressant de voir, les gens qui n'ont pas confiance ont des micro-comportements qui sont différents. Donc déjà, les détecter. Oui, c'est prendre conscience de comment je rentre dans une salle où il y a du monde que je connais personne. Les gens qui n'ont pas confiance font en gros les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils vont s'isoler, prennent leur téléphone. Voilà. Donc prendre de la confiance, c'est aussi transformer corporellement, c'est la première chose que je ferais. Inspirer, sourire, remonter son centimètre, dire merci et puis s'ouvrir. Quand tu dis remonter de 100 cm, c'est le fait d'avoir un point là et là. Les gens qui sont en système de défense se mettent automatiquement comme ça. Remonter, que ce soit face à un escalier, face à une situation, en fait, se redresser, ça fait du bien. Être attentif à son vocabulaire, ça c'est très important. Et puis d'observer dans mon environnement le fait que les choses, en fait, elles fonctionnent mieux que je les avais perçues. C'est important ça, parce que je ne sais pas si beaucoup de gens se rendent compte que le comportement a une influence sur les émotions et sur ce qui se passe là-dedans. Émotion, comportement, émotion. Tout est lié. Tout est lié. Comme si on demandait à quelqu'un d'aller courir et puis d'essayer de déprimer en même temps. C'est compliqué. Ça colle pas. Et le fait de passer à l'action, de sourire, de se redresser, ça change évidemment la relation. Et puis accepter l'idée que il y a des choses pour lesquelles on manque de confiance. C'est OK. Super. Dernière question, Polo, parce que je sais que tu as un emploi du temps assez chargé. Que faire lorsque l'on croit toujours que tout est de la faute des autres? Il y a beaucoup de gens qui sont là à se dire, mais en fait, c'est pas de ma faute. Il m'a mal parlé, c'est pas de ma faute. Mon employeur est ceci, c'est pas de ma faute. J'ai un passé comme ceci, c'est pas de ma faute. Pas qu'une seule raison, mais plein de raisons qui au final les amènent dans des émotions négatives, donc dans des pensées négatives, et finalement leurs actions, leurs comportements qui en découlent ne sont pas positifs, ils sont négatifs. Donc là, c'est sûr, on rentre dans de la victimisation finalement, Exactement. mais pas forcément consciente parfois. Très souvent. Ben oui. On
ne s'en rend pas compte de ça. La meilleure façon de se de perdre son pouvoir, son potentiel, c'est de se victimiser et de se plaindre. Il n'y a pas mieux que de se plaindre pour... voilà. Donc le c'est pas de ma faute, c'est en fait le fait de signifier que je me sens face à une incapacité. Donc c'est pas de ma faute, alors ça peut être la vie, l'histoire, le conjoint, les autres, etc. Le problème de c'est pas de ma faute, c'est vrai que s'il pleut, c'est pas de ma faute. C'est sûr. C'est clair. Mais la vraie question, c'est pas de mettre son attention sur le monde extérieur, et c'est ça la clé, puisque la question c'est quoi faire, c'est me dire face à ça, qu'est-ce que je peux faire? Bah, c'est pas de ma faute si le train n'arrive pas à l'heure, mais la vraie question c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je fais de cette situation? Il y a des gens, par exemple, je discutais encore hier avec une personne qui me disait, moi je suis toujours en retard. Et je dis, mais t'as jamais pris l'avion? Ou le TGV? Ben si. Et qu'est-ce qui fait que tu es à l'heure là? Elle me dit, ben là c'est important. Bah oui, donc en fait, c'est pas que si tu es en retard, c'est pas le bus, c'est pas le machin, c'est que tu as anticipé. Si tu sais que c'est vraiment important de faire une chose, bah, tu l'as fait. Quoi. Donc le c'est pas de ma faute, c'est juste de remettre le focus, non pas sur l'élément sur lequel j'ai pas prise, mais la question c'est qu'est-ce que moi je peux faire pour transformer ça, sauf si j'ai envie de me faire une vie pourrie. Donc on focus sur soi-même et on est orienté solution en fait. Voilà. Dans l'autre cas, c'est permis, sauf que ça ne mène pas du tout aux mêmes conséquences. Je tombe dans les systèmes de croyances, de dévalorisation, de plainte. Et je rappelle, la plainte, si vous êtes encore là-dedans, la plainte, c'est la meilleure façon de vous faire une vie de merde. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça. Donc sonnette d'alarme, il n'y a pas mieux. Dès qu'on se plaint. Mieux. Et encore une fois, c'est pas grave si vous vous plaignez, si vous êtes dans la culpabilise victimisation. Bah, tu peux le faire, tu peux te culpabiliser, tu peux te plaindre, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave si vous le faites. C'est juste que la conséquence, c'est que vous allez perdre en potentiel. Si maintenant vous arrêtez de vous plaindre, il y a un moment donné, il faut arrêter de se plaindre et se dire, bon, bah, ok, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, j'ai perdu mon boulot, ma femme est partie, mes enfants, mes parents sont morts, voilà, tout s'est écroulé. Mais bon, il y a un moment donné où le passage de la reprise de pouvoir dans sa capacité d'agir, elle est dans la reprise de responsabilité, c'est-à-dire, ok, d'accord, ok, bon d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire à partir de là? J'ai fait une connerie, j'aurais pas dû boire, j'ai malheureusement tué 3 personnes, j'ai connu ce type de... Voilà. Et le gars était toujours dans la plainte, et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, soit tu continues à te plaindre toute ta vie, tu vois, soit à un moment donné, tu te dis, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire passer? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cette situation-là? Et puis, on va inverser la machine. Je ne dis pas que c'est facile, parce que prendre des responsabilités et grandir, je dis toujours, c'est un peu comme les glands d'un chêne. Tous les glands ne sont pas faits pour devenir chêne, mais en fait, on a tous le potentiel. Nous, on a le choix, on a la conscience. Donc c'est ça, un être humain, c'est la responsabilité. Soit je vais vers la responsabilité et la croissance, soit je me laisse aller dans des systèmes de victimisation, de dévalorisation, de culpabilité, et du coup je vais dans la division. C'est toute la différence entre le divin et le démon en fait. C'est deux énergies qui sont constantes, et je crois qu'à chaque instant, on a la possibilité de faire du meilleur d'une situation, ou au contraire, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne. Donc c'est là qu'on voit qu'on est vraiment, pour revenir et boucler avec le départ. Il n'y a pas dans les mauvaises situations, même dans des bonnes, certainement. C'est pour ça qu'on revient au départ de ce qu'on évoquait, c'est-à-dire que pour moi, tout l'art du développement personnel, c'est d'accroître son niveau de qualité de vie et la qualité de son interaction avec son patron, avec ses collègues, avec les situations difficiles, avec le train qui arrive à l'heure ou pas, avec sa vie. Voilà, c'est cette qualité d'interaction qui forme l'intelligence de croissance. Voilà, c'est une belle conclusion. Ah bah c'est génial. Et alors, je pense que c'est important de le dire, parce que toi qui travailles beaucoup sur le mental, toi qui a été un peu spécialisé, puisque tu es intervenu, et tu le fais encore, d'ailleurs aujourd'hui tu formes des groupes d'intervention, au sein des forces de l'ordre, je préparateur mental. Donc tu as été habitué à aider beaucoup de gens en fait, à assumer des situations. On se retrouve un peu, parce que moi j'ai fait un peu de sauvetage en mer, donc c'est vraiment des thèmes qui m'intéressent. Mais toi, justement, aujourd'hui, c'est juste pour ceux qui voudraient mieux te connaître, parce que je pense parce qu'on est aussi en direct sur la page de Paul et Ma Puissance Mentale. Et toi, qu'est-ce que, justement, en termes de puissance mentale, qu'est-ce qui a été l'accélérateur le plus important en termes de transformation? Qu'est-ce que tu as pris conscience comme clé, comme sensibilité, qui... même si avant, parce que tu es sportif de haut niveau, tu as fait de la compétition au niveau international, etc. Mais dans tout ça, quand tu as découvert le mental,
Qu'est-ce qui a été l'élément comme ça que tu as, le plus transformé en fait? Bah, tu sais, moi à la base, quand j'avais l'âge de 8 ans, j'ai été opéré des poumons. Hmm. Je me suis retrouvé dans un service de cancéreux, enfin bref. Et on n'aurait pas donné grand-chose sur mes capacités en termes de sport. D'accord. Mais je me suis dit, quand j'ai vu certaines personnes réussir avec un potentiel de base pas forcément énorme, une génétique pas énorme, je me suis dit, tout est possible. Si certains y arrivent, Alors ça c'est intéressant. moi j'y arrive. Au lieu de te dire, bah, de toute façon, c'est pas possible parce que mes poumons, parce que Exactement. ceci, tu t'es dit, tiens, il y a des exemples qui montrent que Bien c'est sûr. possible et pourquoi pas moi? Bien sûr. Ça, c'est intéressant. En termes D'ailleurs, physiquement, j'ai une partie de poumon en moins et ça ne m'a pas empêché d'avoir des titres, des records au niveau mondial de kettlebell sport et toujours de faire du sport quotidiennement. Tout à fait. Et donc là, c'est vraiment si certains le font, moi aussi j'en suis capable. Tout à fait. Et à partir de là, mon mental était différent. Je n'étais pas orienté vers les problèmes que j'ai eus. Et puis ça aurait été peut-être plus facile. Mais de me dire, voilà, je m'oriente vers ce que je peux faire. Et là, après, je n'ai pas visé forcément les championnats du monde tout de suite. J'ai visé déjà des petits progrès. Et je ne me comparais pas. Je m'inspirais de certaines personnes. Mais le truc, c'est que je ne me comparais pas à eux. C'est-à-dire que je me disais pas. Tu t'inspirais, mais tu ne te comparais pas. Exactement. Et ça fait une différence. C'est énorme. C'est-à-dire que, très important. Bah oui, parce que si tu te compares à une personne qui est plus forte que toi, tu auras tendance à te dévaloriser. Alors que je me suis dit, mais cette personne, si elle y arrive... Quel possible oui. elle me montre, en fait. Puis c'est un peu la PNL, on modélise la personne. C'est vraiment qu'est-ce qu'elle fait en termes de comportement, de mindset, comment elle agit pour bien agir. Et donc, je me suis toujours inspiré. Et quand je faisais de la compétition, moi, j'étais pas... Finalement, je ne suis pas vraiment un compétiteur, ça peut surprendre certains, mais parce que moi, quand j'étais en compétition, les personnes qui étaient avec moi en train de concourir, c'était pas des... on concourait ensemble en fait, parce que je partais du principe... C'était plus en compétition avec toi-même en fait, exactement, dans cette quête de t'améliorer constamment. Et tu sais, moi, j'ai des souvenirs de compétition qui sont incroyables, mais j'ai vraiment une expérience qui m'a vraiment marqué en termes d'efforts sportifs. C'est lorsque j'ai dû faire 2 heures... Donc pendant 2 heures non-stop, donc 120 minutes à soulever une kettlebell, donc c'est un poids avec une poignée comme ça, de 16 kilos. Et là j'étais tout seul, parce que le but c'était d'établir un record de France, qui maintenant est devenu un record mondial parce qu'il n'a pas été battu. Et donc... Combien de fois tu l'as levé? 2388 fois. Donc en fait il y avait un titre du Paris... de 16 kilos. 16 kilos, ouais. Il y avait un titre dans le Parisien, il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes. Et en fait, mais même encore aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Et là, j'étais vraiment, j'allais dire en combat avec moi-même, mais c'est plutôt voilà, de repousser mes limites, déjà de connaître mes limites, de les repousser pour les dépasser par la suite. Et ça, je peux te garantir que ça a vraiment fait un changement. Dans ta vie. Ah ouais, vraiment. Mais à tous les niveaux. C'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir un club de sport. Comme quoi, on avance vraiment avec des références. Mais bien sûr. Et dès que ces références... c'est des paliers. Dès que ces références sont dépassées, mais c'est génial. Ça ouvre à chaque fois un champ de possibilités important. Et lorsque je me fixais une référence que je n'arrivais pas à passer, c'est pas grave, je ne me décourageais pas. Je me disais, ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Encore une fois, il faut carburer au feedback. Il faut carburer au feedback. Et ça a vraiment fait... Et ça te donne une clé aussi très importante, cette notion de feedback, d'accepter le feedback et de progresser avec ça. Parce que même tu vois, des grands champions olympiques acceptent encore Absolument. Alors j'allais dire les critiques, mais non, mais les retours de leur entraîneur. Donc je dis toujours ils affinent en fait. Il y a 2 personnes qui s'entraînent, il y a les champions et ceux qui veulent le devenir. Mais dans ceux qui progressent le plus vite, c'est ceux qui font le plus de débriefing, c'est-à-dire qui... Voilà. Eh ben voilà, ça vient de couper. C'était signal comme quoi super. Voilà, fin de la batterie, c'est pas grave, ils pourront suivre sur ma puissance mentale. Donc un grand merci à vous d'avoir suivi cet entretien, cette petite interview en toute humilité, vraiment en toute simplicité, comme finalement ça nous correspond. Merci à toi Polo pour ta gentillesse, pour ta générosité, pour ton partage. Il y a énormément de personnes où j'ai eu des retours sur les conférences que tu proposes en fin de formation. Donc voilà, et si jamais vous souhaitez faire des formations en PNL, en programmation neurolinguistique ou même en coaching de vie, je vous oriente vraiment vers
l'Institut Paul Pironet avec cette école de PNL et cette école de coaching, Merci. qui pour moi en tout cas est vraiment une référence. Il y a beaucoup d'écoles qui Il y en a sont beaucoup, mais là très bonnes. Mais je vous donne mon ressenti. Avec beaucoup d'amour. Voilà. Merci beaucoup Polo. Merci à toi. Je te dis à très très vite. Les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao. Et si vous êtes à Montréal, j'arrive. Et si vous êtes à Montréal, Polo arrive. Ciao ciao.